Good evening, good evening. Bonjour, ce soir nous avons un plan très spécial préparé pour vous tous et toutes. Aujourd'hui, je m'appelle Tracy Gordon, je suis la registraire ici dans la ville de Philadelphie. Et ce soir, nous allons parler et à propos de la planification de la succession pour les immigrants ici dans notre comté, de la diaspora, des Caraïbes, de la communauté des Caraïbes, première et deuxième génération d'immigrants. Qui commencent à acheter des propriétés, à détenir des commerces et devenir citoyens également. Donc, nous voulons être en partenariat avec cette communauté pour que nous puissions vous apprendre la réglementation pour protéger votre fortune ici dans l'État de la Pennsylvanie. Il s'agit ici d'un bureau élu. Tous les 4 années, propose ma candidature ici à Philadelphie en fonction de là où se trouve le comté, mais nous sommes un bureau d'État et nous avons un bureau dans le district de l'État de la Pennsylvanie. Et notre unique responsabilité est de garder et de protéger et d'aider la fortune générationnelle lorsque vous décédez. Et la plupart du monde ne sait pas que quand vous commencez à être propriétaire de propriétés et de biens et que vous avez des enfants mineurs ou handicapés qui dépendent de vous, vous avez besoin de faire un testament au cas où quelque chose vous arrive ou quand vous décédez. Vous laissez tout ce qui vous appartient et vous l'écrivez dans un testament pour que vous puissiez transmettre votre richesse générationnelle sans aucune différence ou dispute de famille. Donc ce soir, nous allons parler ce que mon bureau fait et comme je viens de le mentionner, il s'agit là d'un bureau d'État dans le comté de Philadelphie et nous parlons des lois dans l'État de la Pennsylvanie si vous écoutez d'un autre État, les lois seront différentes et s'appliqueront à l'État où vous habitez. Une des choses que je fais dans mon bureau, c'est que je valide les testaments. Quand quelqu'un décède et qu'il a un testament, on doit l'apporter dans mon bureau pour qu'on puisse le vérifier. Et nous vous donnons les documents appropriés pour que votre famille puisse faire les affaires qui sont nécessaires pour que vous puissiez transférer votre richesse à la personne de votre choix. Et bien sûr, il faut payer les impôts à ce sujet. Donc, nous recueillons aussi les impôts. Et il y a un certain montant d'impôts qu'il vous faut payer sur le transfert et vous apporter ces paiements dans mon bureau et nous émettons des certificats courts, short et si vous laissez un testament, vous le donnez à votre exécuteur qui vont venir à mon bureau avec ce genre de papier. Nous allons les vérifier qu'ils sont bien authentiques et nous allons vous donner de la documentation pour que vous puissiez finir de payer les factures des funérailles et vendre parfois des propriétés ou des biens immobiliers. Et les biens dont vous êtes héritier, tout ceci est dans le testament et c'est vous qui avez le dernier mot. D'autres choses que nous faisons, c'est que nous émettons des licences et des certificats. Notre bureau est responsable non seulement d'émettre la licence, mais de stocker les rapports et les dossiers. Ce sont les choses que je fais dans mon bureau. À Philadelphie en particulier, nous avons des problèmes pour faire comprendre aux personnes
l'affaire de transmettre les biens pas légalement, juridiquement, parce que les personnes pensent que, présument que parce qu'ils sont l'enfant de la mère, qu'il y a un transfert automatique. Et dans l'État de Pennsylvanie, il ne s'agit pas d'un transfert automatique. Il vous faudra avoir de la documentation qui devra venir à mon bureau. Et cette documentation, il faut avoir un testament. Je vous dirai de quoi il s'agit en tant que testament. Et mon assistante va vous parler de quoi il s'agit en ce qui concerne un testament dans l'État de Pennsylvanie. Je veux que vous compreniez que la plupart du monde ne le sait pas et ils pensent, ils présument que la propriété est héritée naturellement, automatiquement ou verbalement. Ah, ma grand-mère m'a dit que c'était ma maison ou c'est la maison de mon père, de ma mère, ou je suis la femme de tel et tel, il n'y a pas de testament. Donc, ils vendront combien quand même venir chez moi, à mon bureau. Il vous faut prouver tant de choses et qui c'est qui est l'ayant droit et je devrais déterminer quel est l'administrateur de cet héritage. Et donc, ça, c'est un grand problème à Philadelphie. Et donc, je suis tellement contente d'avoir ce panel pour que tout le monde ici comprenne la réglementation concernant la propriété de biens et d'immobilier et en cas où vous décédez, comment s'y prendre. C'est vraiment une affaire très sérieuse. À Philadelphie, nous avons des personnes qui sont mortes sans testament. Ils ont laissé les propriétés sont encore au nom de la personne décédée. Et lorsque vous décédez sans un testament, toutes les personnes, tous vos ayants droit ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas avoir leur assurance de propriétaire, ne peuvent pas la vendre, ne peuvent pas la passer à leurs enfants, ne peuvent pas obtenir d'hypothèque sur leur propriété pour envoyer leurs enfants à l'université. Et en gros, vous n'êtes pas le propriétaire. La propriété ou le bien immobilier se trouve encore au nom de la personne décédée. Donc, quand il y a 2 ans, quand j'ai posé ma candidature pour être, il y a 2 ans, quand j'ai fait je me suis portée candidate, nous avons fait une campagne agressive pour informer tout le monde de ces faits. Et si vous savez, connaissez des membres de famille qui se trouvent dans une situation d'enchevêtrement du titre, je veux que vous me les avertissiez et que vous les ameniez chez nous pour que leur propriété peut être passée à leurs ayants droit ou leurs héritiers. Est enregistré et interprété en français. Je vais vous introduire mon invitée, Madame Amy Eusebio, la directrice exécutive des services des migrants du bureau de Monsieur le maire. Amy est une afro-latine-américaine de première génération et la fille d'immigrants. Amy s'est joint à la ville de Philadelphie en 2018 en tant que directrice de programme. Elle a été responsable de lancer le programme de la ville de Philadelphie. La bienvenue chez nous ce soir, Amy. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Merci de vous être à nous. Je vous introduis mon deuxième invité. J'ai travaillé avec lui depuis si longtemps. Je l'adore. Nous travaillons ensemble ici au sud de Philadelphie, ici où je vis. Monsieur Vofé Japédé, le directeur exécutif. Je ne peux pas vous dire combien Monsieur Vofi, je vous dis, a transformé Willand Avenue, Africa Town. C'est vraiment, vous faites un travail incroyable là-bas, les marchands, tout est fait propre. Nous avons des petits pots de fleurs, des plantes. Donc, Vofi, merci de votre travail magnifique. Et je l'appelle tout le temps, Vofi, et il me dit, je fais ci, je fais ça. Et
et résout toujours tous mes problèmes. Il a été un militant de communauté pour la communauté africaine et caribéenne dans la cité la métropolitaine de Philadelphie depuis 16 ans. La culture, l'Alliance de culture est un organisme à but non lucratif dont le siège social se trouve situé à Philadelphie et qui dessert les immigrants africains et caribéens pour leur donnant des prestations à coût bas, y compris des prestations juridiques et sociales et des programmes de développement communautaire à titre gratuit. Je suis trop heureuse parce que je veux m'assurer que nous donnions toutes les informations ici, tout est en nous allons mettre tous nos liens ici pour que vous puissiez les voir. Nous avons des liens pour notre service de communication et nous allons, pour que tout le monde sache que si quelqu'un est propriétaire d'un bien immobilier, il faut que cette personne établisse son testament. Et notre dernier invité, le docteur Eric Eddy, le président de Africom. Docteur Eddy est un natif de la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, très bien, Côte d'Ivoire, qui est allé à l'université Temple, il a partagé son temps professionnel entre le travail universitaire parmi la population en croissance des Africains à Philadelphie. Il est le PDG de la coalition des Afriques dans la communauté africaine et caribéenne et en se concentrant sur le militantisme et l'autonomisation. Nous avons tous en commun, nous sommes tous des diplômés de l'école de l'université de Temple. Je ne le savais pas, c'est incroyable, incroyable. Alors, je vous remercie toutes et tous d'être ici parmi nous. Je vais passer tout de suite aux questions et maintenant, je vais demander à Monsieur Wilson de vous expliquer qu'est-ce qu'un testament et comment est-ce que ça va protéger votre richesse générationnelle. Bonjour à tout le monde, la bienvenue. Je suis trop heureuse de faire partie de ce panel aujourd'hui parce que c'est tellement passionnant lorsque je pense aux défis auxquels cette communauté fait face et qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider. Je m'appelle Sharon Wilson, je suis la sollicitrice au bureau des testaments. Nous travaillons sans relâche pour lancer le message d'écrire un testament aux communautés qui sont des anglophones. Non, je ne peux pas imaginer quel genre de défi auquel vous faites face lorsque vous n'êtes pas un anglophone de naissance et qu'il y a des barrières culturelles de plus. Donc, je veux vous parler de qu'est-ce qu'un testament et qu'est-ce que ça peut faire pour les familles. Premièrement, un testament est un document que vous préparez et qui transfère vos biens vers les personnes que vous choisissez. Si vous n'écrivez pas de testament, bien entendu, personne ne sait ce que vous voulez qu'il arrive à vos biens. Et après, votre famille et vos amis et toutes les personnes que vous laissez derrière vous dépendent des lois de l'État de la Pennsylvanie pour décider qui devrait recevoir quoi parmi vos biens. La Pennsylvanie a une loi assez libérale en ce qui concerne qu'est-ce qu'est un testament. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de lister vos documents, vos biens, vos actifs, énumérer les personnes auxquelles vous voulez que ça aille, obtenir 2 témoins. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé que vous le fassiez. Et vous avez besoin de signer votre testament. Et c'est à peu près tout.
C'est ça la base. Nous recommandons que vous preniez le conseil d'un avocat pour ne pas vous en faire au sujet de la légalité de votre testament après votre mort, sans vous faire de soucis que oui ou non, ceci satisfasse les lois de la Pennsylvanie. Donc ça, c'est la base. Je sais que nous avons des questions que le registre va explorer avec les experts pour découvrir comment nous pouvons assister cette communauté en particulier, même plus, pour rédiger ce document très intéressant et important. Quelqu'un le veut un peu plus simple, un peu plus compliqué, vous aurez peut-être plus d'affaires, plus d'actifs. Donc, il nous faut propager cette communication parce que ce n'est pas enseigné dans l'école, aux écoles, dans les écoles ou à l'université. En fait, ils disent, le sondage dit que même parmi les diplômés universitaires, les Africains américains d'université, seulement 30% d'entre eux établissent de testament par rapport à 70% des Blancs. Donc, ce n'est pas une conversation. Parfois, les pensent qu'ils sont superstitieux, qu'il leur faut faire un testament quand ils seront âgés. Euh, je n'ai qu'une petite maison, qu'une maison, un enfant, c'est simple. Mais l'affaire de planifier votre succession et d'établir un testament va faciliter la chose pour vos héritiers. Vous avez déjà assigné votre héritier, vous avez déjà fait votre testament, je vous avais dit à quelques personnes où je l'ai mis. Et maintenant, il faut simplement que vous m'amener ce testament dans mon bureau, je vais vous faciliter l'affaire et vous donner la commune documentation qu'il vous faut pour légaliser l'affaire. Donc, une fois que vous n'avez pas de testament, les choses se compliquent. Il faut prouver, il faut vous asseoir devant moi dans le cadre d'une audience de citation et après, c'est à moi de décider quelle est la meilleure personne pour administrer vos biens et quels sont les vrais héritiers. Parfois, vous aurez des héritiers partout, partout, dans un pays différent, dans un état différent. Enfin, c'est trop compliqué. Et donc, une personne avec un testament va établir quels sont les biens, je vais payer mes impôts, je vais attribuer mes biens aux personnes de mon choix et ça facilite la chose pour ma famille. Ça, ce sont des informations qu'il nous faut propager et diffuser vers tout le monde pour s'assurer que tout le monde le sache. Quand les personnes qui veulent vivre le rêve américain, qu'ils achètent un bien immobilier, qu'ils ont des enfants, quelle chose pourrait vous arriver? Vous mourrez avant vos enfants, vous voulez vous assurer que ces enfants sont en bonne main. Ce sont des décisions qui devraient être faites comme lorsque vous achetez une maison, vous devez acheter une assurance de propriétaire. Quand vous achetez une auto, il vous faut acquérir une politique d'assurance automobile. Donc, ce sont des choses obligatoires. Donc, avant de, donc l'assurance que vous avez de protéger vos biens, c'est votre testament dans l'État de Pennsylvanie. Et ça, c'est ce que nous essayons de communiquer à la communauté, d'éduquer la communauté. Nous avons ce genre de webinaire pour que vous puissiez aller sur l'ordinateur, vous asseoir avec vos grands-parents. Ils sont un peu entêtés et faites-leur entendre les histoires et leur faire comprendre pourquoi ce n'est pas superstition, c'est la super intelligence de s'assurer que vous protégez les biens que vous avez travaillé, sur lesquels vous avez travaillé tellement dur. Et lorsque vous décédez, vous voulez vous assurer que la succession est aussi facile et lisse que possible. Donc, je vais vous demander ce que vous faites, cher ami, là vous êtes, que pensez-vous que les officiels du gouvernement devraient savoir au sujet de l'expérience des immigrants, au sujet de la communauté
des Africains et des Caribéens. Que devons-nous voir? Merci beaucoup de m'avoir accueilli parmi vous, chère Madame Gordon. C'est un sujet qui est incroyablement important pour la communauté des migrants, en particulier pour les immigrants caribéens et africains. Moi-même, je suis la fille d'immigrants caribéens. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, premièrement, je m'occupe du bureau des affaires des migrants pour la ville de Philadelphie. Nous sommes un bureau permanent grâce au militantisme de tous les résidents qui ont voté pour ça. Et ça fait partie de la charte de la ville. Et notre mission, c'est de faire la promotion du bien-être des immigrants au sein de la ville de Philadelphie et de nous assurer de l'inclusion des immigrants dans la ville économique, de la vie économique, sociale et culturelle. Une des choses qu'il vous faut savoir, quels sont les immigrants de Philadelphie. Et ça, ce sont des anciennes données. J'attends mes nouvelles rafraîchies du nouveau census, mais la communauté immigrante de Philadelphie constitue 15% de la population générale. Ce sera probablement plus. Donc, à peu près 28 000 personnes qui sont immigrantes, soit 15% de la population. C'est une communauté très diverse. Depuis 2018-2019, les immigrants africains représentent 10% des immigrants à Philadelphie et la communauté caribéenne est plus difficile à définir parce que les Amériques sont toutes rassemblées, mais ceci représente 33% de la communauté des migrants de Philadelphie. Ça comprend également l'Amérique centrale et du Sud parmi cette communauté des migrants. Donc, que nous faut-il savoir? La communauté en particulier, la communauté africaine et caribéenne est très, très diverse. Nous parlons de presque 50 pays. Il y a beaucoup de pays sur le continent d'Afrique et dans les Caraïbes. And it's countries with distinct history. Et ce sont des pays avec des historiques distincts, des cultures distinctes, une langue distincte. Donc, nous ne sommes pas un monolithe, nous venons avec des expériences très diverses. Je suis aussi une assistante sociale, donc je pense aussi au trauma dont nous avons fait de l'expérience et que nous amenons ici aux États-Unis. Je crois que c'est important de reconnaître que les personnes arrivent ici avec des différents antécédents et des raisons de migration. Certaines personnes viennent en tant que réfugiés qui ont demandé l'asile, donc ils fuient un certain niveau de persécution chez eux, de niveau de violence, que ce soit du gouvernement ou certaines personnes ont des facteurs qui les ont poussés, ils s'enfuient. D'autres personnes choisissent de venir ici. Ce sont des étudiants internationaux. Ils étudient ici aux États-Unis. Ils adorent ça. Ils trouvent une façon de pouvoir rester ici. Et donc, ce sont des professionnels qui gagnent leur vie ici. Nous avons aussi ce que nous avons les personnes qui viennent ici pour raisons économiques. C'est la raison pour laquelle ma famille est venue ici aux États-Unis. Ma mère a grandi dans la zone rurale aux Caraïbes et j'ai vu à 12 ans que j'ai eu la chance de voir là où elle était née et je me suis dit, ah zut, c'est là que j'aurais dû vivre. Et donc, j'étais la première génération qui commençait à bâtir la richesse générationnelle dont nous parlons aujourd'hui. Donc, je veux vous dire ceci, la communauté est très diverse. Une autre chose que nous, en tant que gouvernement, devons savoir, parfois l'expérience des immigrants noirs, nous n'avons pas de bonnes données qui parlent de la totalité de la communauté noire. C'est un grand défi parce que lorsque nous voyons quels sont les chiffres véritables, quelle est la qualité de vie, l'impact sanitaire, l'éducation, certaines personnes
nous sommes tous mis. Moi, je m'identifie en tant que noire latine, mais je suis ci et ça, les deux à la fois. Donc, nous n'avons pas une façon de capturer ceci. Donc, ça, il nous faut considérer ceci en tant que gouvernement, comment distinguer ces différences. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est quelque chose qu'il nous faut savoir au sujet de la communauté d'immigrants. Ici, en particulier à Philadelphie, nous sommes une ville pauvre. Nous avons l'intersection de statut d'immigrants et de pauvreté. Et souvent, la communauté d'immigrants, lorsque nous faisons l'expérience de problèmes, nous n'allons pas faire appel au gouvernement. Premièrement, nous ne pensons pas aller en ville pour demander un service ou le rechercher. Nous essayons de nous débrouiller tout seuls au sein de notre communauté. Nous demandons à notre dirigeant religieux, mes meilleurs amis, à mes voisins. Donc, c'est important de savoir ça parce que nous savons qu'en une grande échelle, pendant l'année précédente, avec la pandémie, pour nous, en tant qu'officiels de ville, il nous faut faire ce qu'on appelle non seulement la communication vers vers le dehors, mais vers le dedans. Donc, je suis très heureuse d'être ici parmi vous parce qu'ils ont la confiance de leur communauté et ils ont des relations, ils savent quels sont les commerces, connaissent les nuances et savent où les personnes se trouvent et comment les personnes peuvent recevoir les meilleures informations. Je crois que c'est un facteur de choix également. C'est vraiment un choix, un facteur de choix avec la population des migrants. Parce que je me rappelle que quand la ville de Philadelphie a eu le crash du marché immobilier, c'était sous une autre administration. Ils avaient des programmes pour que les personnes puissent sauver leur maison. Et parfois, ils ne voulaient pas s'occuper de ce problème parce qu'ils savaient que les gens étaient déprimés et les gens n'ouvraient même pas leurs lettres parce qu'ils étaient trop déprimés des nouvelles. Et en fait, ces lettres contenaient des nouvelles sur comment sauver leurs biens immobiliers, leur maison. Donc, comment est-ce que vous parlez de la planification de la succession du point de vue des immigrants ou du foyer des immigrants? Est-ce qu'on parle? Est-ce que les testaments, est-ce qu'on parle des testaments? Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir accueilli ici, de cette invitation. euh, Surtout pour la communauté africaine et caribéenne. Il s'agit ça d'une opportunité qu'on attend depuis longtemps de discuter. Et je suis très honorée d'être ici parmi vous avec tous mes magnifiques collègues, les personnes avec lesquelles nous travaillons pour fournir l'éducation et les opportunités pour les immigrants. Will Kenny, c'est un facteur culturel. Donc, il y a le facteur culturel pour les immigrants africains, parce que en ce qui nous concerne, quand vous êtes né, si vous êtes le premier mâle ou la première femelle, on présume automatiquement que vos parents, si vos parents meurent, on dit allez voir ma fille ou mon fils aîné, même s'ils ne l'ont pas écrit. Chacun dans votre famille ne remette pas en question ce qu'on a dit, mais ceci change. Les enfants commencent à rechercher de la richesse dans des endroits inhabituels, surtout ceux
qui n'ont qui n'ont pas bien, qui n'ont pas beaucoup de biens sont ceux qui font le plus de bruit lorsque leurs parents décèdent. Par exemple, si les testaments ne sont pas signés de façon conventionnelle, cela a tendance Argument that are de unnecessary. faire l'argument que ce n'est pas nécessaire et que ça crée une animosité à vivre parmi ceux qui sont laissés derrière. Par exemple, j'ai un cousin dont le fils est décédé. Il avait seulement 27 ans et personne ne pensait qu'il aurait eu un testament, n'est-ce pas? En tant que jeune homme, il aimait vivre, mais personne n'a appris que les jeunes peuvent aussi mourir et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui administre ce qui reste après leur décès. La mère a commencé à dire qu'elle avait le droit par-dessus le père qui était un citoyen américain qui vivait à Philadelphie. Et le jeune homme n'a pas pu avoir des funérailles appropriées parce que le père et la mère ne pouvaient pas déterminer qui était l'ayant droit. Nous pouvons enseigner les testaments à tout le monde. Nous n'aurions pas ce genre de circonstances. Nous aurions des situations où tout est bien clair. Moi, je dois vous avouer que je n'ai pas de testament moi-même, mais de parler sur cette plateforme me donne des nouvelles idées sur le fait qu'il me faut à moi Yeah, and faire un testament. Oui, immédiatement. Sharon, en dépit de la situation, Sharon est une avocate au sujet de cette histoire. Il vient de dire que le fils aurait pu être propriétaire d'une propriété ou avoir des biens ou quoi que ce soit. Je voudrais que vous parliez un peu de cela. Oui, une des choses que nous apprenons, c'est que ce n'est pas d'être un Américain pour avoir les mêmes problèmes et enjeux autour des familles si vous n'avez pas rédigé votre testament. Il y aurait tellement de façons pour que le fils écrive un testament et laisse ses propriétés directement à la personne de son choix pour que les parents n'aient pas à essayer de savoir quels sont les héritiers et les plus proches parents parce que le fils aurait eu écrit à qui il veut que continue ses affaires et dans son testament. Donc, c'est l'une des fonctions les plus importantes que nous pouvons jouer quand nous parlons de richesse générationnelle, ce que nous avons obtenu en particulier, et nous voulons que ça descende aux autres. Et les jeunes, oui, se croient qu'ils vont vivre pour toujours, mais cette idée que nous avons, que la mort se passe de façon chronologique, c'est quelque chose qu'il nous faut rejeter. Nous parlons souvent dans mon bureau, c'est que il faut faire un testament quand vous avez un bien. Si vous avez votre propre commerce, il vous faut un testament maintenant, quel que soit votre âge. Dans ce cas-là, s'il avait des biens, who would have been the il next serait mort dans cette situation. Expliquez-nous, Sharon, quel serait le plus proche parent dans cette situation? Oui, exactement. La biologie, nous le savons tous, et tout en ce qui concerne notre plus proche parent, pardon, ou la personne la plus appropriée qui devrait hériter les biens. Quand vous mourrez sans testament, l'État de la Pennsylvanie a une liste de membres de la famille qui vont prendre vos biens et qui vient en premier et qui vient après. Nous appelons ça être en test. Ça veut dire que vous mourrez sans faire un choix et que maintenant l'État de la Pennsylvanie va faire le choix à votre place. Donc, quel aurait été le plus proche parent selon cela? Si cet enfant de ce jeune de 27 ans n'avait aucun enfant,
Donc, s'il n'y a pas d'enfant en général, le plus proche parent, le plus proche auront été les parents, mais les deux, quel que soit, parfois je sais que les gens sont ensemble ou pas, mais les parents sont les ayants droit les plus proches. Et là, il aurait dû avoir un testament. Dites-leur le processus que maintenant quelqu'un doit venir vous voir dans notre bureau, dans le bureau du registre des testaments, et voici un décès, voici le certificat de décès, et je veux en être l'administrateur ou administratrice. Bon, pour ce faire, il vous faut notifier ou aviser tous les héritiers biologiques qui sont, dans ce cas-là, c'était seulement les parents, peut-être que c'était plus. Mais une fois que vous les avez notifiés, vous devez obtenir leur permission. Si les parents sont dans une relation où ils aimeraient donner à l'autre la permission, il vous faut déposer une pétition juridique au bureau juridique du registre des testaments. Ce qui aurait été une affaire simple avec votre certificat de décès et le testament et vous ouvrez une succession, ça devient bien plus compliqué et ça prend beaucoup de retard. Et nous voulons empêcher ceci. Et vos filles a dit, les parents se disputaient. L'un des parents aurait pu peut-être vivre en Afrique, hors du pays. Donc, si vous laissiez un testament, ce serait la chose la plus facile. Ils peuvent se disputer tant qu'ils veulent. Il faut quand même qu'ils se conforment au testament. Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Ils ont simplement besoin de se confirmer au testament. Et pour suivre ce que le fils a voulu faire. Sans un testament, il en faut s'entendre les uns les autres, il faut qu'ils comparaissent devant nous, il y a beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, nous voulons vous attraper avant que ceci ne devienne vraiment difficile, surtout pour les Américains noirs. Docteur Eric Eddy, au fait, savez-vous où c'est la concentration des immigrants vivent? Parce qu'ici à Philadelphie, les régions où il y a le plus de maisons avec des titres enchevêtrés sont dans la Philly du Nord, du Sud, Nord-Est, Nord. Si vous pourriez afficher cette carte, John, je vais vous montrer où se trouvent ces régions, où ces titres enchevêtrés se trouvent. Et je suis sûre que les personnes de votre communauté vont vivre dans une maison qui est au nom de la grand-mère et dont ils pensent qu'ils sont propriétaires. Donc, ce qui ça vous causera de ne pas pouvoir transférer votre richesse. Et tout ceci est immobilisé parce que c'est encore dans la personne, au nom de la personne décédée. Donc, ils ne peuvent rien y faire au niveau juridique. Pourriez-vous nous parler de comment nous pouvons être en partenariat pour nous assurer que tout ceci… Alors, voici la carte en bleu ici. C'est là où il y a la concentration des titres enchevêtrés qui sont immobilisés, qui sont encore au nom des décédés. Et là, à la droite, c'est le code postal. C'est une carte où il y a la plus grande concentration de violence due aux revolvers, aux armes à feu. Donc, c'est pour les Américains noirs et aussi pour les immigrants africains qui sont qui sont dans une situation de titres immobilisés. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous être en partenariat et commencer une conversation ensemble, en particulier pour les commerces? Merci beaucoup, Madame la registre. Des testaments. La première chose à voir, c'est que nous devons voir où est la plus grande concentration des Africains, des migrants africains. Donc, ça fait quelques années,
Donc, et après l'année 2020, c'est conclu avec la pandémie. Donc, vous avez découvert que nous avons cartographié toute la ville et une chose que nous savons sûrement, nous avons des chiffres des immigrants africains qui ne vivent pas dans aucun des codes postales de Philadelphie. Nous voyons une population en croissance dans toute la section nord, North Broad. Nous regardons aussi la région de Germantown. Nous avons aussi le dernier commerce. Donc, il y a aussi Frankfurt Avenue. À Frankfurt Avenue, vous avez des personnes qui travaillent dans ce corridor et qui vivent aussi ailleurs. Rising Sun et d'autres portions de l'avenue Oxford, où nous avons remarqué beaucoup d'augmentation d'Africains, d'immigrants africains qui vivent là-bas. Bien sûr, dans la région de Rising Sun, les Caribéens et aussi à Olney et ailleurs, dans la région de commerce, vous avez une bonne concentration de la population haïtienne qui y vit. En ce qui concerne ce qui peut être fait, je vous félicite que nous avons bâti une relation. C'est ce qu'il nous faut faire, c'est faire la sensibilisation. Monsieur Vofi a confessé qu'il n'avait pas de testament. Il a dit d'une façon que c'est qu'il sait bien ça. La première fois que j'ai assisté ici et quand j'ai assisté à votre première conférence, nous avons eu l'idée qu'il nous fallait propager cette conversation. Nous avons la décision de les enterrer soit chez lui, soit chez eux, soit ici. Il y a quelqu'un qui est décédé ici. Son frère était ici, mais il vivait à Boston. Mais cette personne a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Mais les enfants ont dit qu'il n'avait pas de testament. Et l'enfant a dit, il a verbalisé, il a dit, et nous avons eu beaucoup d'enjeux de ce genre. Au fait, vite, Dr. Eddy, et les testaments verbaux, oraux ne comptent pas. Je n'ai pas pensé aux traditions différentes. Et donc, Sharon, vous vous rappelez de lorsque nous avions des Africains de l'Ouest dont l'un a été marié, il avait une épouse au Libéria et après il s'est remarié ici et pendant qu'il était encore marié là-bas. Non, je ne me souviens pas. Il s'est remarié aux États-Unis et après il est mort. Et après, il n'y avait pas de testament et il y avait des propriétés, des biens immobiliers et des enfants. Mais alors, combien de fois ne disons-nous pas que les testaments ne sont pas seulement des instruments qui parlent de finances, ils parlent d'autre chose. Là où je veux être enterré, où va se tenir les funérailles, les obsèques. Ce sont tant de choses que vous pouvez inscrire dans votre testament pour limiter les disputes. Ce n'est pas seulement des documents qui aident le transfert de l'argent, ce sont aussi des documents qui aident le transfert des familles. C'est la chose principale que je veux vous dire. Nous avons tellement de brochures, n'hésitez pas à les transférer et à les passer, partager. Nous avons une chaîne de la ville pour que vous puissiez vous connecter Amy et faire ça avec des sous-titres en français et des choses de ce genre, ce sera très bien. Une fois que John le corrige, ce sera publié sur la
chaîne de la ville. C'est trop que ce que Dr. Eddy a dit. Et donc, quand j'écoutais ce que vous avez dit, c'est les domaines où sont les titres enchevêtrés. Madame la présidente, l'année dernière, nous avons travaillé avec le département du revenu, avec le programme d'exemption, et leur objectif, c'était d'atteindre les immigrants non anglophones et qui avaient été propriétaires de biens. Nous avons fait une sensibilisation qui était très impactée par la COVID et les restes. French speaking, therefore Mais nous African. avons ciblé les francophones, donc les créoles haïtiens et africains. Donc, c'est un modèle qui doit être dupliqué. C'est vrai que beaucoup des immigrants sont ont beaucoup envie d'avoir accès à leur téléphone, mais ce sujet est pour moi une des façons de vraiment avoir une sensibilisation très ciblée pour avoir une discussion de groupe très ciblée. Et il y a le niveau de construction sociale qui doit être déconstruite et nous ne pouvons pas faire ça avec les publicités sur la télé et les médias sociaux. Vous verrez, vous créez une communauté, vous verrez avec les leaders de la communauté, les petits groupes et même les enfants des immigrants qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'est mon conseil. Les personnes qui travaillent, n'est-ce pas, par exemple, les entreprises où vous travaillez, il y a il vous faut savoir quels sont vos bénéficiaires et c'est là ce que vous obtiendrez. Mais de s'asseoir de façon intentionnelle et de prendre un bout de papier en disant je veux que ma fille fasse ci et ça et patati et patata, ce n'est pas très souvent que c'est fait. Je n'ai pas de testament, j'ai un seul enfant, mais ça ne veut rien dire. Si elle venait ici, je lui dirais que assure-toi que tu vas bien prendre soin de cette maison parce que c'est la tienne. Mais comment est-ce qu'elle le sait? Parce que c'est seulement verbal. Donc ça, dans mon cas, c'est la seule. Ils ne vont pas se disputer. Dr. Eddy, ne le croyez pas. Il ne faut pas présumer. Ils ne vont pas se battre parce que vous n'allez pas faire le testament. Mais quand vous ne faites pas le testament, vous laissez la porte ouverte. Est-ce que je voudrais peut-être demander quelque chose? Je voulais ajouter à ça, Amy, et nous parler de la différence entre la tradition et l'amour. La tradition et Sharon ont parlé du point de vue juridique. C'est le problème que je vois qui va probablement être l'un des défis pour que nous puissions atteindre la population des immigrants. Oui, c'est parfait. J'apprécie ce que le docteur vient de partager parce que en ce qui concerne la conversation de sensibilisation ciblée dans notre communauté, les immigrants, nous ne voulons pas parler des morts, des décès. Personne ne veut en parler. N'en parlons pas. Et je le dis même dans ma famille à moi, nous parlons, dans ma génération était née ici, nous parlons à nos parents de la besoin de créer des testaments, de désigner à qui doit être la maison, à qui vous êtes malade, un testament pendant le vécu. Nous avons essayé de leur transmettre ceci, mais il y a beaucoup d'hésitation parce que personne n'ose en parler, parle de la mort. Mais je veux ajouter, c'est vos filles qui a dit ça, je crois, les lois chez nous sont très différentes des lois d'ici. Dans la République dominicaine, on présume
que lorsque le parent est décédé, tout est divisé automatiquement parmi les enfants. Donc, l'épouse n'a pas les droits. Et donc, ici, c'est différent. Donc, ceci devient quelque chose, une dynamique intéressante. Quand vous parlez de tradition, d'expérience des immigrants ici, les choses intéressantes que les résidents de Philadelphie qui sont nés à l'étranger ont ouvert des commerces à 2 fois le taux des résidents qui étaient nés ici. Moi, je vois la première chose que les gens font. Vous venez ici et vous dites, non, je peux vendre ça. Ouais, ouais. Oui. Et après, ils ont quelque chose de vrai. Mais maintenant, nous avons quelqu'un qui dit, il vous faut protéger votre fortune. Et il y a une colonne avec la tradition et après la colonne avec les lois. Vous venez de le dire, le plus proche parent n'est pas la femme ou le mari, ce sont les enfants. Sharon, parlez-nous de ça. Et ça crée aussi une attente de la part des enfants dans ces familles d'immigrants que si leurs parents meurent, ils vont avoir quelque chose. Et la loi ici va dire non, nous allons sauter par-dessus les enfants et aller directement aux époux. Et ceci pourrait être un problème parce qu'ils vont quelqu'un qui exerce un droit juridique qui sait que ce n'est pas la façon culturelle que cela se passerait. Donc, vous savez que ceci va causer des frictions. Une autre raison de l'écrire. Et quoi que nous voulions que vous écriviez un testament parce que nous pensons que c'est le document le plus compréhensible. Si vous avez une affaire, il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour prévoir un transfert ordonné de votre bien. Parce que peut-être votre maison n'est pas la chose la plus grande que vous transférez. Comment est-ce que vous transférez votre richesse ou vos biens? La chose la plus principale, c'est la planification. Je crois que le message de la planification, la protection de la famille, parce que nous commençons une affaire pour pouvoir protéger la famille. C'est une façon de pouvoir payer les factures et soutenir votre famille. Ce message va vraiment aller loin avec la population. Ce webinaire s'appelle planifier, protéger et préparer. Préparer votre famille, protéger vos biens et planifier la succession. Comme Dr. Eddy a dit, je n'ai qu'une fille, mais ça ne va pas être complet. Ça ne lui fera aucun bien. Si quelque chose vous arrive, il y a des documents qui doivent être préparés. Il y a une clôture. C'est pour ça qu'on l'appelle un testament de dernière volonté. Nous faut vraiment parler de ceci au niveau de l'État, au niveau fédéral. C'est un état d'urgence. Les gens sont assis chez eux et le temps ne marche pas pour eux parce que chaque génération dit ah oui mais c'est la maison de mamie. Donc chaque génération a dit quelque chose de différent. Et là ce qui est le plus triste, c'est que les personnes ne comprennent pas que la planification successorale, c'est une assurance pour protéger votre richesse. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas jusqu'à qu'il leur faille prendre, par exemple, à faire un emprunt pour réparer les fils électriques. Donc, on me donne, le gouvernement va me donner une subvention, mais je ne suis pas qualifiée parce que la maison n'est pas en mon nom. Ou bien ma fille est allée à Porto Rico, ils ont dit qu'elle est allée là-bas parce qu'ils ont eu ces ouragans et tout. Ils ne pouvaient pas obtenir le FEMA. Le FEMA, c'est l'assistance gouvernementale
euh, It is really a nationwide problem. il s'agit là d'un problème au niveau de la nation. Mais il y a beaucoup d'immigrants qui vont venir ici, qui vont essayer de bâtir, d'accumuler de la richesse. Et donc, il faut s'en occuper avant que ça ne devienne un titre enchevêtré et d'y faire ce que le docteur a dit, et de faire un trust charitable. Ils identifient exactement là où se trouve le titre enchevêtré. Donc, il faut établir une fiducie caritative. Donc, je vais parler des solutions et des outils que nous avons rassemblés pour l'initiative d'un programme d'homologation pour les aider à s'en sortir de ces titres enchevêtrés. Est-ce que vous pouvez leur parler des législatures, de la réglementation? Nous voulons que le plus vous apprenez et le plus nous en parlons, nous voulons vraiment tout bien comprendre. Le registre a vraiment bien travaillé pour faire cette campagne, surtout en ce qui concerne les titres enchevêtrés quand les gens meurent et qu'ils ont la propriété encore en leur nom. Pour la plupart du temps, pour résoudre ça, il vous faut ouvrir une succession. Ça peut être problématique, surtout au niveau des finances. Donc, l'un des programmes qu'elle a mis en place, le programme PDI, vous permet d'éliminer les frais lorsque vous ouvrez une succession. Donc, quand vous n'ouvrez pas une succession, quand grand-mère ou votre mère meurt, vous n'aurez pas à vous soucier de payer des frais de succession quand vous commencez ce processus. Ces frais seront éliminés, surtout quand nous parlons de la maison familiale. Ça vous permettra d'ouvrir la succession, de résoudre les enjeux des titres et après, et de résoudre tous les actes notariés et après ne pas vous en faire de payer ce genre de frais à moins que vous ne vendiez la propriété. Parce que là, à ce moment-là, il y aura des frais associés à la vente de la propriété si vous avez l'argent. Donc, le programme PDI est très instrumental. C'est sa façon d'essayer cette crise de titres emmêlés. Nous allons parler, Pew n'a pas pensé que c'était assez important. Et le plus nous avons galvanisé les personnes pour qu'ils réalisent qu'il s'agissait là d'un problème, ils ont alors fait une étude et le conseil du gouvernement a compris qu'il leur fallait de l'argent pour faire ce genre d'études. Ils ont compris qu'ils avaient la crédibilité de la fondation Pew et maintenant, ils ont décidé qu'il leur fallait de l'argent pour le faire. Donc, le plus nous avons parlé du problème, le plus nous avons pu réunir des ressources. Donc, on demande qu'est-ce que c'est que la communauté des immigrants ont besoin. Ils n'ont pas seulement besoin des services, il leur faut savoir qu'ils arrivent dans un endroit où les documents écrits sont plus importants que les traditions et les cultures familiales et les promesses faites oralement. Quand ils viennent ici, comme vous l'avez dit, Amy, ils créent de la richesse et il ne faut quand une des choses que j'ai remarqué lorsque le docteur Eddy nous a dit que la population des immigrants vit, certains de ces quartiers vont être gentils, améliorés. Si vous ne faites pas ceci, il y a des gens qui vont le faire pour vous. Les développeurs qui veulent se faire de l'argent vont prendre le temps de faire ces procédures juridiques que vous ne faites pas vous. Donc, il nous faut vraiment essayer de donner des genres d'informations que vous obtiendrez, par exemple, quand vous devenez un membre de la communauté ou un citoyen américain, pour que les informations soient propagées très tôt dans le processus pour que les populations d'immigrants ne soient pas laissées à la traîne. C'est donc c'est la règle, je comprends qu'il y ait des traditions,
Mais dans l'État de la Pennsylvanie, la règle disent établissez-nous donc un testament et nous n'aurons pas à nous soucier de disputes et de batailles familiales. Vous précisez que vous voulez faire de vos biens et c'est ce qui se passera. Et il nous faut diffuser ça parmi la population des immigrants parce que peut-être que vous aimez vous avez des enfants qui ne veulent pas qui deviennent des docteurs ou des avocats qui ne veulent pas aller vendre de la nourriture dans un tracteur ambulant. Donc, il se peut que vous voulez quelqu'un d'autre pour hériter de votre commerce, mais il vous faut établir un testament. Donc, allez simplement voir votre avocat pour l'expliquer. Votre situation, je suis mariée, j'étais mariée avant, j'ai 3 enfants ici, j'ai 2 enfants là. Et vous pouvez changer votre testament, hein, ça c'est aussi quelque chose. Vous pouvez le changer parce que si vous avez 2 enfants de plus, et donc vous pouvez après les ajouter. Vous pouvez donc changer votre testament après. Et donc vous voulez comprendre financièrement comment protéger vos. If you don't, the state already is going to say how your Ne stuff le is going faites pas, l'État va décider de comment les choses sont distribuées. Je me demandais, je voulais clôturer avec vos déclarations de clôture au sujet de la planification successorale. Nous avons aussi des pages de médias sociaux. Nous sommes sur Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, Twitter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la hashtag PHLORW dans le moteur de recherche et vous aurez toutes les informations. Vous allez les voir dans des séminaires. Mon bureau est à 180 City Hall. Nous sommes tout le temps ouverts. Nous n'avons pas fermé pour la pandémie, mais sur rendez-vous seulement. Notre numéro de téléphone est 215 686 62 50. Et nous verrons dans le menu et les personnes vous aideront. Nous allons vers différentes églises, à n'importe quel établissement. Nous avons des coordinateurs de sensibilisation. Ceci sera modifié, ça va l'air très bien. Nous voulons le partager et le communiquer et écouter le mot de titre enchevêtré. Quand ils vont entendre ce mot, ils vont dire, ah oui, la tradition, c'est très bien, mais je veux aussi avoir mon mot à dire en ce qui concerne mes biens après mon décès. Donc, c'est vraiment une affaire de business et de commerce. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus officiel qu'un testament. Docteur Eddie, que pouvons-nous faire pour clôturer pour votre communauté en partenariat pour aider traduire cette information dans les langues nécessaires? Quelles sont les langues principales qu'il nous faut savoir? Je sais le français, ça nous le savons, mais quoi d'autre? Quelles autres langues, cher monsieur? Il y a la langue créole haïtienne qui est là. Ce qui est bien de cette langue, c'est que vous pouvez les traduire, le matériel que vous avez, mais je dirais également que nous faisons une sensibilisation de langues, pas de langues qui ne sont pas le créole, l'anglais ou le français. Donc, il y a des vidéos, de petites vidéos, des enregistrements. Et c'est ça que nous faisons. Nous avons fait pendant le census et vos filles peuvent aussi en attester. Nous avons des enregistrements pour atteindre les personnes qui ne parlaient pas bien l'anglais. Donc, je crois que c'est important. Quelque chose d'autre que je veux partager. Je sais que la pandémie a empêché beaucoup de choses. Il y a la petite communauté d'affaires est aussi la colonne vertébrale de notre communauté. Donc, je parle des techniciens d'auto, des mécaniciens, des propriétaires de restaurants.
Et vous-même, chère madame, vous êtes une femme, vous êtes une sœur. Beaucoup d'entre vous, vous faites des nattes et vous allez parler d'autres. J'ai fait cette suggestion à la fille du maire que j'ai rencontrée pour la politique de communauté pour faire refermer la lacune des politiques et l'antagonisme que nous sommes susceptibles d'avoir. Et j'ai dit, et alors, pourquoi n'avez-vous pas des agents de police qui vont aller dans les différents commerces et serrer la main des personnes, faire un shake hands, briser les barrières pour pouvoir créer le niveau de communication de façon et de faire face de façon très différente à un enjeu en particulier. Ça, c'est très bien que notre communauté d'immigrants travaille avec ça. Donc, nous apprécions le fait que vous nous ayez inclus dans cette conversation, mais nous voulons passer de l'avant et penser comment est-ce qu'après la pandémie, quand vous rouvrons partout, lorsque nous faisons les journées d'amusement des familles, quand nous faisons le jour du football, comment est-ce que pour tout ceci être utilisé pour amplifier ce message de préparation, de planification et de protection, les 3 P. Oui, bravo. Planifier, protéger et donc pour clôturer, merci de nous avoir inclus. Nous voulons travailler avec vous à ce sujet très important. Docteur Wofi, vous voulez clôturer avec d'autres informations que je peux rapporter à mon équipe? Je suis en train de conduire maintenant, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Oui, c'est ce que nous pouvons faire. Nous avons beaucoup d'ateliers que nous avons, comme vous le savez, et ces ateliers reçoivent beaucoup de public, ils ont beaucoup d'informations et ils peuvent servir de plateforme pour disséminer les informations concernant ce sujet très important. Mais je vais vous dire ce qui se passe dans notre propre communauté, c'est que d'abord, il nous faut présumer que la plupart des choses que nous voulons communiquer à la communauté doit être fait de façon par étapes. Parce que la plupart du temps, si nous ne leur faisons pas parvenir dans une langue qu'ils comprennent, ils vont le recevoir de façon soupçonneuse. Donc, nous avons besoin d'identifier quelles sont les langues et nous nous apprêtons à lancer des ambassadeurs qui seront dans la communauté pour apporter des informations, ils seront formés à fournir des informations de porte à porte, de communauté à communauté. Donc, ce sont les moyens dont nous pensons que nous pourrons divulguer ou diffuser les informations de façon simple et dans la langue de leur choix. C'est une très bonne idée. Mike et moi pouvons collaborer pour nous assurer que cet ensemble comprend des informations sur la planification des testaments. Je crois que c'est une idée magnifique. Nous devrions imprimer un genre de brochure ou de bulletin contenant des informations je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux simplement dire vite, nous voyons, il y a 7000 personnes qui viennent nous voir par an. Imaginez-vous que si nous avions ces informations tout de suite dans toutes les langues, dans un petit pile, nous pouvons les mettre dans les mains même des personnes et au fur et à mesure, nous allons augmenter la connaissance autour de la planification des testaments. Il faut que vous m'introduisiez aux avocats d'immigration. Il nous faut parler avec eux parce que quand vous établissez le questionnaire et quand vous faites l'accueil, est-ce que vous êtes propriétaire
de la maison. Est-ce que la deuxième question devrait être, est-ce que c'est au nom de votre mère ou dans votre... s'il dit que c'est au nom de ma mère, donc ça va vous allez du coup leur donner des informations pertinentes. To leave the panel with is Une that chose que je veux dire à Panel, c'est que nous faisons la recherche avec l'Université de Pennsylvanie pour identifier les propriétaires qui sont des immigrants à Philadelphie, la Philadelphie de l'Ouest en particulier. Nous avons énormément de données qui tournent autour de ça. Donc, nous pouvons nous servir de ces données pour les donner en particulier aux immigrants parce que nous savons connaissons leur nationalité, l'adresse de leur maison. Nous savons tout ça. we got the data. It's just that we are now working to make to flush out the data very well. Nous travaillons maintenant à gérer les données et ça va être donné à des bureaux tels que les vôtres, le bureau des affaires de l'immigration pour que nous puissions les communiquer directement aux personnes et leur fournir les informations nécessaires. Amy, avez-vous des remarques de clôture? Oui, je sais. Il me faut l'écrire, il nous faut vraiment nous rassembler pour nous assurer que vous avez toute cette documentation et il nous faut faire vraiment faire une traduction appropriée et simplifiée. Oui, exactement. Je pensais la même chose parce que le bouche à oreille dans la communauté est vraiment important et faites un message traduit de façon simplifiée que nous pouvons inclure dans notre liste d'envoi, dans notre média social. Et je veux aussi parler de l'opportunité de faire ça avec plus de communautés également. Et oui, parce que le bureau de l'affaire immigration qui pourrait atteindre la communauté de Asie-Pacifique, arabe, nous avons une communauté d'immigrants très diversifiée et je suis sûre que ces personnes font l'expérience des mêmes défis et nous faisons aussi un partage transversal des informations. Donc, si vous avez des informations de votre bureau ou si vous avez des affaires, nous allons les partager sur notre page de médias sociaux. Nous allons partager les informations. Nous faisons beaucoup de partage d'informations. Si vous voulez des informations du bureau de la ville, nous les donnez-les-nous, nous les donnons au département du shérif et ça va les propager. Il voit des informations qui leur semblent familières. Je crois que je vais faire ça, je vais créer ça et nous allons faire une réunion d'équipe et nous pouvons réviser ce que nous allons inclure dans la brochure. Et je crois qu'il nous faut faire quelque chose qui soit sensible au niveau culturel. Nous vous enverrons notre brochure pour que vous puissiez la réviser. Mais je crois que nous pouvons la rendre plus sensible au niveau culturel pour que les personnes ne soient même pas, n'aient pas peur d'en discuter. Et quelle est la différence entre le registre des testaments et le bureau des actes? Et il y a un bureau pour transférer les noms à notre bureau, etc. Sharon, que pouvons-nous faire de ce que vous avez vu aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que nous avons fait la chose d'importante, c'était d'écouter. Nous avons écouté les personnes qui étaient proches de la communauté pour nous dire ce qu'il nous faut faire. Il nous faut être ouverte aux invitations pour aller, que ce soit un petit groupe ou de marcher dans le voisinage ou dans le quartier. Et l'idée de quelqu'un qui va regarder notre documentation, si on fait ci et ça de cette façon, cette traduction, nous pourrions atteindre ces personnes. Je crois que nous avons fait la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'écouter. La prochaine chose, c'est de ne pas arrêter nos efforts. Il faut continuer, c'est important. Les personnes de couleur, quelle que soit la façon dont ils sont arrivés ici, ne protègent pas leur richesse générationnelle. Et dans la mesure où nous pouvons le faire, il nous faut le faire. Ceci a été extrêmement informatif, oui, vraiment.
Il y a beaucoup, c'est tout ceci est très important. Réalisez-vous que les 10 000 titres enchevêtrés que nous avons identifiés, c'est 1 milliard. Et ce chiffre est plus de 14 000. Je dis qu'il s'agit là d'une crise. Vous ne pouvez même pas vous permettre d'acheter une maison à Philadelphie, surtout avec les revenus actuels. Donc, le fait que si vous avez un titre enchevêtré, vous êtes susceptible de ne même pas obtenir la valeur de votre maison parce que vous ne pouvez même pas la vendre de toute façon, parce que vous n'en êtes pas le propriétaire. Je vous remercie toutes et tous ce soir. Je vais faire le suivi avec tout le monde. Il nous faut faire une réunion d'équipe, Sharon. Et Marc va vous envoyer nos brochures électroniques. Marc, vous pouvez envoyer à tout le monde une copie de ceci et nous allons nous réunir et comment nous pouvons faire une brochure qui est inclusive. Alors, merci à tout le monde. Je suis Tracy Gordon, l'enregistrement des testaments et dont je suis la présidente. Appelez-nous au 215 686 62 50 si vous voulez nous envoyer un courriel ou une question juridique pour laquelle nous avons besoin. Notre adresse, c'est rowonline @phila.gov. Marc l'a mis dans le chat. Envoyez-nous des questions que nous avons et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes ou des choses en ce qui concerne la planification successorale. Nous sommes là pour vous aider. Ça va être un partenariat très, très intéressant. Ça va être très chouette, ceci. Ah, vous êtes bien rentrés chez vous, c'est bien. C'est bien, au revoir. Merci beaucoup.